La Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme. C'est encore mieux en anglais. Et évidemment, cette phrase est de Winston Churchill, qui avait dû inverser sa position pas mal de fois sur la Russie parce que lui-même, malgré tout son talent, ne la comprenait pas. On lui doit d'ailleurs la célèbre phrase « S'améliorer, c'est changer, et changer souvent, c'est s'améliorer souvent ». Maintenant qu'on a du recul sur ce qu'il s'est passé avec le groupe Wagner, on peut vraiment analyser ça dans son ensemble et fournir une information plus générale. Avant toute chose, je vous redonne quatre sources qui me semblent être les meilleures sur le sujet. Vous en avez 3 qui sont francophones et une qui est anglophone, bien que ce YouTuber parle parfaitement français. Vous avez donc d'une part le colonel Beau de Suisse, vous avez Xavier Moreau de Stratpol qui cependant reste pro-russe, donc c'est quelque chose que vous devez savoir, mais son analyse est tout à fait intéressante. Et enfin, vous avez François Asselineau qui a réagi en dernier aux événements du groupe Wagner. Il a eu tout à fait raison d'ailleurs. Et pour moi, vous devez rajouter à ces 3 sources la chaîne History Legends, en anglais seulement, mais maintenant vous avez les sous-titres assez facilement, qui est selon moi la meilleure chaîne anglophone et peut-être même la meilleure chaîne sur YouTube pour comprendre ce qu'il se passe en Ukraine et incidemment ce qu'il se passe en Russie. Alors, il fallait réagir tout de même vite parce que vous aviez des médias de grand chemin, vous savez, médias mainstream, j'aime bien défendre la langue française, médias de grand chemin, en plus ça va bien avec voleurs de grand chemin, qui essayaient de vous faire croire que c'était un coup d'État, je cite, orchestré de très longue date, préparé depuis des mois, et ça c'était la version de BHL et des autres mini BHL que vous avez dans le paysage audiovisuel français, le PAF. Eh bien nous sommes sur le PIF, le paysage internet français, et nous avons donc des informations de première main, bien mieux digérées et avec infiniment moins de propagande que ces énergumènes-là. Je vous rappelle que c'était les mêmes qui vous avaient dit que c'était une excellente idée de ramener la Libye à l'âge de pierre, qui auraient voulu faire la même chose à la Syrie, qui aujourd'hui ont le sang libyen sur les mains, et en particulier le fait qu'il y ait des marchés aux esclaves en Libye. Tout de même, ces gens-là n'ont jamais eu à rendre des comptes. Ce sont les mêmes qui vous ont dit que l'Irak avait des armes de destruction massive et ce sont les mêmes qui vous ont désinformé depuis les 20 dernières années. Eh bien, aujourd'hui, ils sont venus vous dire qu'il y avait un coup d'État mené par 2000 hommes. Et oui, on va y revenir, ce n'était que 2000 hommes sur les autoroutes russes, lesquels avaient déjà des barrages, lesquels avaient déjà des pelleteuses en train de creuser dedans. Et comme si ça ne suffisait pas, la rivière Oka au sud de Moscou qui était en train d'être, on va pas dire fortifié, mais cerné de certains barrages. Alors vous allez me dire, ah mais du coup quand même, ça ressemblait alors à un vrai coup d'État si c'était 2000 personnes. Alors je vous rappelle donc les internets qui avaient dit, oh là là, ça va mal vieillir tout ça quand vous écrivez que le groupe Wagner ne peut pas faire un coup d'État. Vous allez voir ce que vous avez voir et on a vu ce qu'on devait voir. Alors, coup d'État ou Maskirovka, c'était le sujet de notre direct, dans le feu de l'action. La thèse du colonel Beau et de Xavier Moreau, c'était davantage des gilets jaunes, une protestation armée. La thèse de François Asselineau, tout aussi intéressante, et c'est le terme qu'on va retenir, stratagème plutôt que Maskirovka. On va revenir sur pourquoi on va choisir stratagème plutôt que Maskirovka, même si, par définition, Maskirovka, c'est la tradition du stratagème en Russie et dans l'armée russe. Maintenant, la thèse de François Asselineau, c'est parce qu'il attire spécifiquement des 36 stratagèmes chinois, laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux les sarcler, pour mieux les couper. En particulier, François Asselineau va citer le cas de Mao Tse-tung qui avait laissé l'opposition prendre ses aises pendant la révolution culturelle avant de la décapiter propre et nette. En l'occurrence, il y a eu beaucoup de cela dans le fait que Vladimir Poutine, on le sait maintenant, était totalement prévenu de ce qui allait se passer. C'était d'ailleurs sur un fond de rivalité interservice entre le GRU, qui est le renseignement militaire russe, et le FSB, qui est la sécurité intérieure, l'équivalent du FBI. Oui, on confond toujours, on pense souvent que le FSB est l'héritier du KGB. Le KGB, à l'époque de l'Union soviétique, intervenait aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce qui est, dans une démocratie,
illégale aujourd'hui et peu recommandée, bien qu'on voit que la CIA intervient bien entendu sur le sol américain. Elle intervenait en pleine guerre froide avec l'opération Midnight Climax et tout un tas d'autres saloperies. Elle continue à intervenir sur le sol américain aujourd'hui. Mais nominalement, en politique, il faut avoir des services pour l'extérieur et pour l'intérieur. Et la Russie n'a pas fait exception après l'effondrement de l'URSS. Vous avez le FSB, qui est donc l'équivalent du FBI, et le SVR, qui est l'équivalent de la CIA. Or là, c'est bien davantage une rivalité interservice entre le GRU, la branche militaire, le renseignement militaire, et le FSB, qui a présidé à ces événements, même s'ils ne sont pas du tout, mais alors du tout, ce que les médias en ont présenté. Les médias de grand chemin, bien entendu. Alors je vais revenir là-dessus, parce que comment ces médias arrivent à désinformer en permanence? Ils ont désinformé en disant que l'Irak avait la 5e armée du monde, ils ont désinformé en disant que jamais, au grand jamais, la CIA n'avait pu faire péter le Nord Stream et que c'était très certainement les Russes qui l'avaient fait. Ils ont désinformé en laissant entendre que Pfizer était une société digne de confiance. Ils ont désinformé en disant que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Ils ont désinformé en disant que la Libye devait être attaquée. Alors, comment ça se fait qu'ils arrivent à continuer à désinformer en permanence? Tout simplement parce que il n'y a pas de devoir de mémoire. On ne commémore pas les désinformateurs. Or, il faut impérativement les commémorer. Les désinformateurs, par exemple, qui ont dit que au grand jamais le virus SARS-CoV-2 ne pouvait sortir du P4 de Wuhan. Vous avez tout un tas d'officines de désinformation qui ont écrit cela noir sur blanc et qui ont précisément dit cela ne souffre aucun débat, c'est donc de la désinformation. Ne vous faites pas avoir quand ils vous disent non, on ne savait pas, c'est faux. Ils ont affirmé péremptoirement que c'était comme cela. Eh bien, ces désinformateurs, il faut les commémorer. Nous devons impérativement commémorer leur désinformation. Une fois de plus, ils ont désinformé en disant qu'un coup d'État massif se préparait en Russie, alors qu'en réalité, c'était simplement 2000 personnes qui, de toute évidence, faisaient une protestation armée. On va revenir sur le pourquoi d'ailleurs. Et en quoi c'est donc entre les deux thèses? Alors la thèse à écarter immédiatement, coup d'État, ça c'était bidon, c'était de la désinformation. Les deux thèses à garder, gilets jaunes, protestation armée, donc ça c'était Xavier Moreau et Beau, ainsi que davantage François Asselineau qui a fait, selon moi, la meilleure synthèse, à avoir aussi avec la synthèse de History Legends qui est vraiment fascinante. Et la synthèse de François Asselineau et de History Legends, c'est que c'était les deux en fait, c'est-à-dire stratagème et gilets jaunes et protestation armée. Stratagème dans le sens où c'était laisser pousser les mauvaises herbes pour mieux les sarcler, mais d'autres aspects politiques très importants pour Poutine. Et puis tout de même une protestation armée, mais qui n'avait en aucun cas l'ambition de renverser le gouvernement parce qu'elle n'en avait même pas les moyens. Vous n'aviez que 2000 personnes sur les routes, contrairement à ce qui a été dit. Il reste un élément de Maskirovka purement militaire. Maintenant, on va faire la séparation entre Maskirovka appliqué dans le sens militaire, c'est-à-dire tromper l'ennemi, et stratagème dans le sens général, essayer de faire des purges staliniennes ou de sarcler les mauvaises herbes. Dans le sens où il reste une Maskirovka militaire, c'est que Zelensky lui-même a fait part de son inquiétude sur le redéploiement en douce de personnel de Wagner en Biélorussie. Zelensky lui-même l'a affirmé. Mais maintenant, si on veut être tout à fait neutre, on peut tout à fait dire aussi, c'est peut-être pour demander des crédits militaires supplémentaires. Alerter ces bailleurs de fonds, ce sera une stratégie tout à fait légitime. Et je doute, en l'occurrence même des médias pro-russes, alors oui, ça vaut ce que ça vaut, si vous faites une Maskirovka, vous allez dire que vous ne voulez pas attaquer l'Ukraine à nouveau. Mais même des sources pro-russes sur Twitter ont dit que ça semblait quand même assez improbable que les Russes retentent une opération sur Kiev. Cependant, pour parler de paix, une nouvelle opération sur Kiev serait un moyen de pression tout à fait faramineux. Les Russes d'ailleurs continuent à faire des frappes aussi bien sur Kiev et sur Lviv ou par des drones ou par des missiles hypersoniques. Alors ça, c'est passé assez inaperçu pour tout un tas de raisons. Pas inaperçu dans le sens où un missile hypersonique, ça fait un sacré bruit quand ça tombe, mais inaperçu médiatiquement. Alors, un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était la méthode politique de Poutine, qui ressemble, sans faire de polémique, à des méthodes d'Adolf Hitler, en fait. Pas dans le sens idéologique du terme, mais dans le sens machiavélique du terme. Adolf Hitler était très connu, c'était un atroce génie politique, c'est-à-dire qu'il a réussi à prendre le pouvoir sur la première puissance industrielle d'Europe,
Et comme l'avait très bien expliqué d'ailleurs, pour passer du coq à l'âne, Sadhguru, le maître spirituel indien, il a dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent comme Hitler, en fait il y en a beaucoup plus que vous ne le croyez, mais la différence c'est qu'Hitler était, hélas, un atroce génie d'organisation. Et il est parvenu à prendre le pouvoir, il avait un talent politique hors norme, et c'était bien ça le problème. Or, une des méthodes favorites d'Hitler pour garder le pouvoir et le consolider, c'était de donner à ses subalternes des prérogatives recouvrantes, c'est-à-dire par exemple la SA et la SS, et de faire en sorte qu'il y ait des conflits entre ses subalternes pour que ces subalternes aient besoin de lui pour les arbitrer. C'était la méthode favorite d'Hitler pour consolider son pouvoir. Alors, on peut faire une petite métaphore. Vous avez une histoire assez mignonne, gentille, pour alléger l'atmosphère sur Internet, où vous avez une jeune fille qui explique que son grand-père, quand il s'engueule avec sa grand-mère, eh bien, il va serrer tous les pots de cornichons et tous les pots de confiture dans la cuisine pour que quand sa grand-mère ait besoin d'en ouvrir un, elle soit obligée de lui demander. Bah ça, c'est la version mignonne en termes de pouvoir de ce que faisait Adolf Hitler, c'est-à-dire créer des conflits pour s'imposer en arbitre et faire en sorte que ses subalternes aient tout le temps besoin de lui, d'une part, mais doivent cérémonialement le rappeler pour lui rappeler du coup que c'est lui le chef. Et ça, c'est vraiment très malin. Poutine a beaucoup fait ça dans l'opération Wagner parce qu'on avait en effet des prérogatives recouvrantes. Alors le groupe Wagner devait être dissous entre guillemets le 1er juillet et ça c'était une protestation importante de la part de Prigojine. Il faut savoir aussi que dans une interview, quelqu'un, et cette interview est citée sur History Legends, quelqu'un lui avait dit, vous savez, on a peur que vous marchiez sur Moscou. Et là on voit Prigojine qui dit j'y ai pas pensé mais je note. Alors là aussi, est-ce que c'est une maskirovka? Ça semble vachement gros quand même, dire j'y ai pas pensé mais je note. Ou est-ce que ça lui est vraiment passé par la tête de cette façon? Il faut savoir que dans les vrais fondateurs dangereux de Wagner, des gens formés par les services, vous avez des hommes de l'ombre comme Oudkin, qui est un type extrêmement dangereux et extrêmement formé, contrairement à Prigojine, qui reste dangereux, mais qui vendait des hot dogs et qui servait les repas du temps où Jacques Chirac venait visiter le Kremlin. Et Oudkin, là, pour le coup, il avait des revendications à faire valoir entre le FSB et le GRU, dont lui est issu. Aujourd'hui, vous avez toujours le conflit entre Prigojine et Shoigu, mais Prigojine semble, et je dis bien semble, être hors course. Je dis d'autant plus semble qu'il n'est pas assassiné. Et ça, c'est quelque chose qui, s'il avait vraiment fait ce qu'il avait prétendu faire, n'aurait pas fait un pli. Les Russes butent n'importe qui où ils le veulent, quand ils le veulent. Rappelez-vous aussi le slogan de l'OAS, l'organisation armée secrète, qui avait tenté plus de 17 fois d'assassiner Charles de Gaulle. Elle frappe où elle veut, quand elle veut. Croyez-moi que l'OAS, ce sont des enfants de cœur à côté du SVR et des tchéquistes, donc les descendants de la Tchéka, les descendants du KGB, le SVR, le GRU et le FSB. Donc le simple fait que Prigojine soit encore en vie est extrêmement suspect pour toutes celles et ceux qui pensent que c'était, alors un coup d'État, comme je vous l'ai dit, ça c'était de la désinformation massive, mais même uniquement une protestation armée, même si Prigojine avait des revendications à faire valoir. Au passage, ce qui est un fait, c'est que le groupe Wagner a vraiment grandi considérablement, exponentiellement dans cette période. Il est passé de 8000 hommes en armes à 50 000 personnes en état de se battre, recrutées dans les prisons. Il est vrai qu'il y avait un réel risque de séparatisme, ou en tout cas d'insubordination de la part du groupe Wagner. C'est tout à fait exact. Également, le groupe Wagner, et c'est aussi là que je voulais en venir, c'était un empire. En Afrique, il est extrêmement puissant. Et la chaîne History Legends vous souligne qu'aujourd'hui, plusieurs sources démontrent que Wagner recrute des traducteurs français et arabes. Et ça va déstabiliser toute l'influence française en Afrique, aussi bien subsaharienne qu'au Maghreb. C'est quelque chose d'extraordinairement dangereux pour l'influence française en Afrique, extraordinairement dangereux. Le groupe Wagner aujourd'hui a dégagé la France du Mali, propre et net. Il faut se rappeler qu'une grande part des réserves d'or de la France venaient déjà du Mali. Le groupe Wagner aujourd'hui contrôle indirectement des mines d'or, mais aussi est en train de tailler des croupières à la France au Niger. Or, c'est l'uranium du Niger qui fait tourner l'électricité française. C'est absolument gravissime ce que le groupe Wagner est en train de faire aux intérêts français
en Afrique, et vous allez retrouver maintenant de l'influence wagnérite, l'orchestre, jusqu'en Algérie, ça c'est encore plus grave, et peut-être même jusqu'au Maroc, en sachant que l'Algérie rejoint les BRICS, ce qui est tout à fait dans son intérêt national bien senti. Il n'y a même pas à discuter ça, il était dans l'intérêt national de l'Algérie d'être non aligné. Les nouveaux non alignés, ce sont les BRICS, même si aujourd'hui la polarisation est bien plus grande entre BRICS et G7+. Donc c'est vrai que rejoindre les BRICS, c'est moins rejoindre les non alignés aujourd'hui, mais ça, ce sera le sujet d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, donc, on a le groupe Wagner qui est en train de démonter les intérêts français en Afrique subsaharienne et au Maghreb, et vous allez vous retrouver avec du Wagner en Mauritanie. Si on recrute du français et de l'arabe, c'est pour aller en Mauritanie, c'est pour aller au Tchad, qui est le dernier verrou qui résiste à Wagner aujourd'hui. Or, vous avez bien vu l'idée. La France a agi dans les événements au Tchad et certains disent qu'elle est directement ou indirectement responsable du décès d'Idriss Déby, dont c'est le fils aujourd'hui, un des fils qui dirige le Tchad, avec son frère également, qui est donc ambassadeur du Tchad aux Émirats Arabes Unis, mais qui a un rôle absolument prépondérant sur la politique tchadienne. Or, aujourd'hui, les jetons de négociation des Russes, c'est de dire on peut vous protéger. C'est ce qu'ils ont dit à Erdogan. On te protège contre la tentative de coup d'État de la CIA contre toi, et ça a fonctionné. Aujourd'hui, Erdogan est redevable à la Russie. C'est clairement ce qu'ils ont montré à Bachar al-Assad, dont un des fils vient d'être diplômé de l'université de Moscou. Et donc aujourd'hui, les Russes sont capables de montrer à l'étranger qu'ils peuvent protéger des chefs d'État si jamais ils décident de passer dans leur camp, ou ne serait-ce que de s'engager davantage dans leurs intérêts communs, par exemple ouvrir des bases russes, etc. Ou bien vendre leurs matières premières, ou bien laisser Wagner s'installer davantage. Wagner qui donc a réintégré les forces armées russes, ça c'est acté. Ce sont des forces qui sont très compétentes, on l'a vu. Et puis la Russie, l'État russe avait interdit à Wagner de recruter dans les prisons, toujours pour des raisons de séparatisme. Et bien aujourd'hui, qui recrute dans les prisons? Eh bien entendu, l'État russe lui-même. Donc on a vu vraiment une réaffirmation régalienne dans tout ça. Shoigu est sur la sellette, donc pour Poutine, c'était la méthode hitlérienne, à savoir donner des prérogatives recouvrantes pour s'imposer en arbitre et reconsolider son pouvoir. Un des bilans aussi de la situation, c'est que vraisemblablement, Shoigu n'est plus l'héritier apparent de Poutine, avec toutes les pincettes que ça nécessite. Mais Shoigu ne semble plus être l'héritier apparent de Poutine. Ça reviendrait peut-être à Medvedev, même si moi, personnellement, j'en doute, mais c'est quelque chose qui est en train de s'évoquer aujourd'hui. Et Sourovikine semble avoir été écarté. Sourovikine, l'atomique, le violent, semble avoir été écarté. Car comme l'a très bien souligné François Asselineau, l'opposition à Poutine en Russie n'est pas du tout l'opposition que vous croyez. C'est pas Khodorkovsky, ce sont pas les oligarques pro-G7+, pas du tout. C'est une opposition qui pense qu'il n'a pas été assez violent, qu'il n'a pas été assez brutal. Parce que oui, la Russie, ancienne grande puissance de la guerre froide, aurait pu faire une Fallujah sur l'Ukraine. Ce qu'ont fait les États-Unis. Mais à l'époque, Facebook n'existait pas. Vous pouviez rayer de la carte une ville entière, buter des civils, déplacer des populations entières, faire Abu Ghraib. Abu Ghraib, c'est sorti, mais quand vous avez des médias de connivence, comme on le voit aujourd'hui, eh bien, Abu Ghraib, on l'a un peu oublié. Au passage, Wikileaks vient de tout balancer aujourd'hui. Qui en a parlé? Quel média de grand chemin en a parlé? Et est-ce que vous avez vu des analystes vous citer que Wikileaks vient de tout balancer? Et pourtant, c'est absolument énorme ce qu'ils ont sorti. Donc Poutine ne pouvait absolument pas, même s'il l'avait voulu, et ça personnellement j'en doute, faire un scénario à l'américaine où on rase tout et on reste les gentils parce qu'on a les médias de notre côté, mais c'est ce que son opposition lui avait demandé de faire et lui demande toujours de faire. Et Sourovikine en fait partie. Il fait partie de cette opposition qui considère que Poutine n'a pas utilisé toute la puissance de la Russie et l'a fait un peu passer pour une conne, parce que c'est vrai que prendre un an pour faire une clé de bras à l'Ukraine, pour un Sourovikine, ça semble beaucoup trop, mais c'est ça la vraie opposition en Russie. Et je suis personnellement très content que Poutine n'ait pas cédé à cette opposition. Or, au contraire, et ça aussi bien Asselineau que History Legends le soulignent, il sort, c'est un fait, complètement renforcé de ce pseudo-coup d'État ou de cette protestation armée. Complètement. Bien sûr, les médias du G7+, vont pas vous dire ça, mais ils sont dans leur rôle, c'est leur métier, après tout, ils sont dans un camp précis. Ne croyez pas, et ne croyez même jamais que vous avez croisé vos sources quand vous avez pris, disons, 5 sources issues du G7+. Par exemple, Le Guardian, CNN, Sky News, la BBC et Libération. Bon, pardon, un média, je voulais dire, en Libération, est disqualifié dans ce cas-là. Mais ne
croyez pas, quand vous avez pris 5 médias du G7+, que vous avez croisé vos sources. Pour croiser vos sources, dans un conflit comme l'Ukraine, il faut prendre des médias des BRICS et des médias du G7+. Il faut prendre des médias russes et là savoir d'entrée de jeu qui vont vous mentir, mais vous savez sur quoi ils vont vous mentir, ce qui vous permet, vous, de retrouver la vérité. Prendre des médias indiens, prendre des médias chinois, prendre des médias brésiliens, vous pouvez les traduire soit parce que certains sont déjà en anglais, soit avec Google Translate, et puis bien sûr un peu de médias du G7+, pour regarder ce que ça donne, mais en sachant que ce sera complètement bidon. Je vous rappelle quand même que David Pujadas, j'avais dit que je parlerais de journaliste, mais on va quand même parler de David Pujadas, même si ce n'est pas un journaliste de toute évidence, après qu'il ait fait une sortie pareille, vous a ouvert un JT en disant que les Russes envoyaient au combat des monuments nationaux. Je ne plaisante pas. Ce char soviétique T-70 fabriqué au début des années 40 contre l'envahisseur nazi. Surprise, voilà que les Russes décèlent le vestige. Bientôt le poteau rose est dévoilé, il sera envoyé à Saint-Pétersbourg pour être réparé. Oui, pour réparation, pour rouler à nouveau. Alors embarrassé, les Russes assurent qu'il participera à un défilé du souvenir. Disons-le, personne n'y croit là-bas. Tout le monde s'est fait à l'idée que dans cette armée russe à bout de souffle, tout est bon, même les vieilleries de 80 ans pour boucher les trous face à la menace ukrainienne. Il a dit ça pour vous donner le niveau de désinformation, c'est pour ça qu'il faut commémorer. Donc j'insiste, dans un média français, vous avez un présentateur donc pas journaliste encore une fois, soyons sérieux, qui vous a dit que oui, les Russes étaient tellement dans la merde en Ukraine qu'ils en étaient à démonter des tanks monuments nationaux pour les envoyer au front comme en 41. Bon, c'est vraiment pas sérieux. Donc le bilan de ce qui s'est passé, c'était bien un mélange de stratagème, Maskirovka, stratagème et de protestation armée. Les Russes étaient bien prévenus, en particulier l'État russe était bien prévenu depuis longtemps, s'en est servi pour se consolider, on le voit totalement aujourd'hui. Bon, les menteurs professionnels qui vous ont dit que c'était un coup d'État préparé de longue date, vous savez quoi en penser dans la mesure où ce sont les mêmes qui vous ont dit que Saddam Hussein avait la 5e armée du monde et des armes de destruction massive et qu'il fallait rayer la Libye de la carte, etc., etc. Mais aujourd'hui, le bilan qu'on doit faire, est cela. Je dois vous donner aussi une autre boussole sur les médias. Et ça, c'est une boussole structuraliste, c'est une boussole d'analyse, même philosophique, du rôle des médias aujourd'hui. Rappelez-vous toujours Nietzsche qui disait « encore 100 ans de journalisme et les mots pueront ». Il avait tout à fait raison, on le voit aujourd'hui. Eh bien, rappelez-vous que les médias sont des canons chargés. Comment ils se chargent et comment ils se déchargent? Ils se déchargent en attaquant les gens. Les médias aujourd'hui sont le pouvoir qui vous permet de dire qui sont les gentils et qui sont les méchants. Joe Biden, son fils cracomane, impliqué dans des affaires de pédocriminalité, de corruption massive, lui c'est le gentil, pas de problème. Et même quand les affaires sortent, vous voyez CNN qui dit il y a des doutes sur ce qui est sorti. Vous savez, il y a des doutes, on n'est pas certain. Bon, ils essaient comme ça de vous faire des opérations de propagande. Mais les médias sont donc l'arme ultime, et Malcolm X l'avait parfaitement compris, pour définir les méchants et les gentils. Donc, il se charge en vous donnant quelques informations exactes. Ça, c'est quand il charge le canon. Imaginez un canon à poudre qu'on charge à la gueule, et les médias ont une gueule qui va cracher. Eh bien, ils chargent leur gueule en ayant quelques informations exactes. Il en faut en moyenne, c'est un peu une heuristique, 10 informations exactes pour une information de propagande. Donc, on vous donne toute la journée quelques informations exactes, et puis ensuite, les médias se déchargent une fois que le canon est chargé, en tirant sur des gens. Par exemple, le professeur Didier Raoult, par exemple, le professeur Perron, par exemple, Alexandra Orion-Caude, par exemple, donc Donald Trump, ou qui vous voulez, ou Bachar el-Assad. Et ça, c'est quand les médias se déchargent. Ils consomment leur crédibilité. Donc, un média milliardaire n'a que 2 types d'articles, j'insiste uniquement 2. Ceux destinés à charger sa crédibilité et ceux destinés à l'utiliser, à la décharger, à cracher sur une cible, soit pour la soutenir, soit pour l'abattre, définir qui sont les gentils et les méchants. Eh bien, les médias de grand chemin ont fait exactement ce travail. Bon, ils le font depuis 30 ans, mais pour vous libérer de leur désinformation, vous devez comprendre et propager cette compréhension de leur fonctionnement, qui est qu'ils n'ont que 2 types d'articles. Quand vous lisez Le Parisien ou l'Express, du groupe Altis ou du groupe LVMH pour Le Parisien, quand vous lisez un de ces médias, ou s'il passe sous vos yeux, ou si quelqu'un vous les cite comme source, rappelez-lui, rappelez-elle,
que chacun de ces médias n'a que 2 types de publications. Une qui charge sa crédibilité et une qui la décharge pour définir soit un méchant, soit un gentil. Et une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez comprendre et anticiper toutes les désinformations futures. Mais n'oubliez jamais de commémorer la désinformation pour pouvoir vous libérer de cette influence de masse aujourd'hui, en particulier du PAF, et auquel vous devez bien entendu substituer le PIF, puisque c'est ce qu'on a vu, c'était le PIF, le paysage internet français, qui avait bien davantage raison sur la situation en Russie. Donc, les sources que je continue à vous recommander, le Colonel Beau, Xavier Moreau et François Asselineau et History Legends. Et le résumé, c'est que entre Maskirovka et coup d'État, c'était certainement pas un coup d'État. Entre Maskirovka et Gilets jaunes, c'était en réalité les deux. Et la synthèse de François Asselineau me semble tout à fait exacte, mais il faut lui ajouter l'excellente synthèse de History Legends.